Cher Président, c'est le cœur battant que je vais vous demander de nous dire qui obtient la Palme d'Or. C'est la première fois qu'elle est à Cannes pour le festival. La musique retentit, la montée des marches va pouvoir commencer. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, édition spéciale Cannes 2025, le rendez-vous incontournable du cinéma et des paillettes où on vous apporte chaque jour un compte-rendu des films qu'on a vus, de nos anecdotes marrantes, de nos galères parfois, et même des stars qu'on a croisées. Comment ça va, Jess ? Mais écoute, ça va très bien, et toi, Martin ? Ben ça va, on enregistre à nouveau le soir, on est un peu fatigué, on sort de la projection de Alpha qu'on attendait beaucoup, c'est probablement le film qu'on attendait le plus, je pense, de tout ce festival. C'était avec le Harry Astor, c'était quoi que t'attendais le plus, toi, du festival ? Ouais, il y avait quand même le Harry Astor, mais pas que, mais c'est vrai que je dirais, on sentait qu'au niveau du festival, c'était un film qui était très attendu en général, j'ai l'impression. Et donc on vient de le voir et on a plein de choses à en dire, je pense. Oui, parce que Julia Ducournau, elle avait en fait tout simplement embarqué la Palme en 2021. Ouais, donc, avec Titane. Voilà, et donc là elle revient, et donc on va tout de suite vous en parler. Alors, donc au programme de cet épisode, vous l'avez compris, on vous parle du nouveau film de Julia Ducournau, Alpha. On vous racontera évidemment comment le film a été non seulement une claque un petit peu pour tout le monde, mais surtout n'a laissé personne indifférent. On vous fera un petit débrief de ce qui s'est passé après, entre tout le public quand il est sorti de la salle. Ensuite, on vous parlera de Woman and Child, film iranien présenté en compétition officielle lui aussi. Quant à moi, je vous plongerai dans le Brésil de 1977 avec O Agente Secreto, pardonnez-moi mon accent brésilien très mauvais, mais qui met en scène quand même un acteur assez connu, Wagner Moura, en agent secret traqué par des tueurs à gages. Et enfin, un peu de légèreté, un peu plus quand même, avec le film hors compétition, Exit 8, film adapté d'un jeu vidéo et réalisé par Genki Kawamura. Est-ce que tu es prête, Jess ? Je suis prête, Martin. C'est parti. Allons-y. Tu souviens pas de moi ? Alors, Alpha, le petit pitch. Alpha a 13 ans et c'est une adolescente agitée qui vit seule avec sa maman. Mais leur monde s'écroule le jour où elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras. Voilà. Film de Julia Ducournau avec Melissa Boros, qui est une révélation, avec Tahar Rahim, qu'on avait vu, et Golshifteh Farahani. Voilà. On pose les bases, on est encore un peu sous le choc, on peut quand même le dire en sortant de ce film. J'aime bien le pitch qui est très court, qui ne dit pas beaucoup de choses de ce qui va se passer. C'est vraiment ça, tout part d'un tatouage. Toi, Jess, comment t'as vécu ce film ? Quelles étaient tes attentes ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle et comment tu te sens aujourd'hui ? Mais écoute, oui, Alpha, effectivement, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Parce que comme on l'a dit, moi j'avais adoré Grave, qui est sorti en 2016, qui était son premier film, qui avait été présenté d'ailleurs à Cannes dans le cadre de la semaine de la critique, qui avait été un gros choc. On suivait cette jeune ado, ça comparait un peu un éveil sexuel avec un régime carnivore, Ouais. pour résumer. C'est une ado de 16 ans, mais qui était super géniale. Donc elle était déjà à l'uni, elle était en veto première année, donc c'est aussi sur le monde du bizutage et tout ça. Ça m'avait vraiment bien choqué aussi, ce film Grave. Oui, c'était vraiment bien. C'était déjà un peu aussi du body horror comme ça. Et Titane, par-dessus, c'était un peu plus what the fuck dans l'histoire, parce que Grave avait un côté aussi un peu fantastique, mais plus abordable. Titane, c'était vraiment what the fuck, je me souviens, mais ça avait été un gros choc visuel, scénaristique. Enfin voilà, on sentait vraiment une identité. Moi, je me dis, ok, Julia Ducournau, la meuf, elle est pas là pour déconner. C'est une toute jeune réalisatrice. On a déjà une identité visuelle, une histoire, des actrices. Enfin, c'était vraiment super. Et alors, donc oui, j'avais beaucoup d'attentes. Et c'est vrai qu'avec Alpha, je dois avouer que je suis sortie de la projection un petit peu déçue. Le film est un peu moins radical dans certaines scènes et même dans son sujet. Et ça parle de beaucoup de choses. Elle parle d'une pandémie, d'une maladie qui ressemble, on a l'impression que c'est une métaphore du sida, clairement, je pense que le film c'est ça. Mais ça parle aussi de la famille. On suit cette jeune héroïne qui s'appelle Alpha qui revient avec un tatouage, donc on pense qu'elle est contaminée. Donc ça parle de plein de choses, mais finalement ça ne développe pas grand-chose, j'ai l'impression, voilà, pour faire un gros résumé. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Et ben moi je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais découper la chair du film tout de suite. C'est vraiment pas un film qui m'a plu, c'est même un film qui m'a mis en colère en fait. Je pense que Julia Ducournau s'est foutue de notre tronche, franchement. Ouais, ça s'est très très mal passé pour moi. Moi j'ai passé vraiment un très mauvais moment, je suis en colère sur le scénario que je trouve très
bancal en fait. Le fait d'avoir une bonne idée sur papier, ça permet pas forcément de faire un bon film. Pour moi, c'est pas mûr du tout. Il y a des bonnes idées, mais elle n'en fait rien du tout. Le tatouage finalement n'aboutira à pas grand chose, sans spoiler. Oui, elle a un A tatoué sur le bras et finalement Voilà. on se dit ok, on va aller quelque part avec ça, puis c'est tout en fait. Ça parle un peu de pandémie, de contamination, de sida probablement. On a un Tahar Rahim à qui on a vraiment envie de donner un sandwich tellement il est maigre. J'ai l'impression que c'est le machiniste Christian Bale, mais à la française. Il y a quand même des belles choses. Il y a des super beaux plans, il y a des super belles couleurs. Il y a un traitement de la couleur orange notamment qui est vraiment très bien réussi. Il y a cet univers un petit peu passéiste, c'est fait exprès. Il y a toutes les télévisions, les moniteurs, les téléphones, les voitures sont dans les années 60, 70. Il y a un monde un petit peu rétro-futuriste comme ça, bizarre. Donc ça pose des choses, mais tout ça c'est de la forme en fait. C'est un film, je pense qu'on a atteint la limite de ce qu'on peut faire de forme sans se prendre la peine de discuter de fond. Et moi ça m'a perdu complètement. Donc je peux même pas vous spoiler dans un sens comme dans l'autre parce qu'en fait il se passe vraiment pas grand chose. On a l'impression que finalement le film ne bouge pas. Il est à un point A, il va vaguement à un tout petit point B, mais qui est extrêmement proche de son point A. Et il est parsemé de flashbacks. Déjà, chose que j'aime pas tellement dans une façon de faire de la narration dans un film. C'est, des flashbacks en plus qui vous sont bien indiqués en orange pour bien comprendre que c'est le passé. Il y a deux temporalités dans le film et il y en a une qui est plus orangée et l'autre plus grisâtre, oui. Et, à part quelques plans qui sont vraiment merveilleux, on y reviendra peut-être après, mais je vais peut-être tout de suite le dire, le plan de la piscine, qui est vraiment très très beau. Le plan final qui sert d'affiche d'ailleurs pour le film, très bien. Mais en fait, c'est un énorme non. C'est vraiment même pas, pour moi, on est sur 2 sur 10. On est vraiment sur une des pires notes que je mets du festival, quoi. Vraiment, c'est une énorme déception. Oui, pareil, je suis comme toi, j'ai pas du tout bien vécu la vision de ce film. J'étais sans cesse en fait en train de me demander quand le film allait démarrer. En fait, parce il ne démarre jamais. Il démarre jamais. En fait, on suit au début Alpha, cette jeune ado, et avec son boyfriend qui a son âge là, Adrien. Voilà, on voit un peu des scènes dans l'école. Donc je pensais qu'on allait vraiment suivre Alpha et qu'il allait avoir un truc avec ça. Comme dans Grave. Voilà, comme dans Grave. Ce milieu avec l'école, les élèves qui sont un peu les ennemis aussi, et ça évolue. Ok, il y avait quelque chose qui se passait dans Grave, mais là, il ne se passe pas. Et la scène de la piscine, en ce sens-là, est pas mal. Oui. Et puis à un moment donné, on dévie plus vers sa mère et Tahar Rahim, qui est donc son oncle toxicomane. Et à un moment donné, il y a cette histoire de pandémie. Donc effectivement, moi, je vois clairement une métaphore avec le sida. C'est que son oncle est atteint d'une maladie incurable. Et il y a quelques très belles scènes par contre, et c'est dommage qu'elle n'en fasse rien, c'est qu'on est parfois on a des scènes dans un hôpital parce que sa mère est infirmière et on voit des malades du coup atteints de ce mal incurable. Et là esthétiquement c'est très joli. On a des malades en marbre en fait, c'est une sorte de marbre et ils sont de plus en plus couverts. Ils se pétrifient avec le temps. Ils se pétrifient, ouais. Et donc ça il y a quelque chose de joli. Esthétiquement il y a une vraie proposition, mais en fait elle n'en fait jamais rien. Non. Voilà. On a juste quelques scènes à l'hôpital et une scène à un moment donné avec Tahar Rahim qui va un peu plus loin à ce niveau-là. Mais c'est comme si j'ai eu l'impression qu'en fait Julia Ducournau voulait peut-être nous dire plein de choses différentes, mais qu'elle n'a pas choisi un angle d'attaque et qu'en fait elle n'ose jamais prendre son sujet à bras le corps. Alors je sais pas très bien c'était quoi son sujet parce qu'on a clairement le sida ou en tout cas une pandémie, quelque chose de compliqué à ce niveau-là. On dirait qu'elle n'ose pas prendre à bras le corps son sujet. C'est un peu brouillon et ça n'est pas abouti. Donc je suis d'accord avec toi. Oui, probablement qu'elle a voulu faire une espèce de, de patchwork sensoriel, émotionnel, un peu des images qui se superposent pour créer quelque chose, mais... Et pourtant... Mais c'est prétentieux, au minimum prétentieux, et au maximum, franchement, une injure au spectateur, vraiment. Parce que tu t'es pris en otage pendant 2 heures devant quelque chose qui est vraiment désagréable, quoi. Et tu parles de patchwork émotionnel, mais finalement, même ça, je pense que j'ai pas ressenti grand-chose, à part un peu d'être perplexe pendant 2 heures. Ouais, tout à fait. En tout cas, ce film nous a laissé de marbre. On peut le dire. Vraiment. Excellent. Est-ce qu'on valide? Oui, ça valide. Je valide, Martin. Elle est excellente. Voilà, c'est une overdose pour nous, vraiment, clairement. Clairement. Bon, sans plus déception, attendre, mais coup, voilà. Mais il sort dans quelques mois, donc voilà, vous aurez l'occasion peut-être de vous faire votre avis à ce moment-là. Peut-être que nous sommes passés à côté d'un chef-d'œuvre, nous sommes peut-être pas assez intelligents pour comprendre ce film. Je pense que c'est en tout cas ce que Julia pense pour nous. Mais voilà, dites-nous peut-être que ça vous a plu. Et voilà, nous, sans plus attendre, on va passer au deuxième film qu'on a vu. On va vous parler de Woman and Child. Alors, Woman and Child, pour le petit pitch, Manaz, une infirmière de 45 ans, élève seule ses enfants. Alors qu'elle s'apprête à épouser son petit ami Hamid, son fils, Aliyar, se fait renvoyer de l'école. Lorsqu'un accident tragique vient tout bouleverser, Manaz se lance alors dans une quête de justice pour obtenir réparation. Donc le nouveau film de Saïd Roustaé, qu'on avait connu notamment pour Leila et ses frères en 2022 et La Loi de Téhéran en 2019, tous les deux d'excellents films qui l'ont vraiment mis sur la carte internationale, avec Parinaz Izadiar, avec Painam Mahdi, avec Sora Niasti, notamment dans ce film, donc Woman and Child.
Tu l'as vu, Jess, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Yes. Ben oui, tu l'as dit, film assez attendu vu qu'effectivement Saïd Roustaé a effectivement fait beaucoup parler de lui avec Leila et ses frères, des très bons films. Eh bien, ce film, je l'ai trouvé assez difficile à appréhender parce qu'il est vraiment très sombre. Voilà, c'est un film difficile, il se passe des choses difficiles et donc je pense que c'est très bien joué et le film est très bien réalisé. Après, j'étais peut-être pas non plus dans des bonnes conditions non plus pour le voir parce que ça m'a un petit peu plombé. Voilà, je vais pas mentir, je trouve que c'était un bon film à l'état de niveau, mais je trouve que c'est tellement difficile ce qui s'y passe parce qu'on suit effectivement cette infirmière, donc Manaz. Au début, tout se passe bien et peu à peu, les choses prennent une tournure un peu dramatique pour elle. Voilà, il y a une histoire avec son fils, une histoire avec son petit ami qui va la trahir et il y a un accident à un moment donné qui arrive au milieu du film. Voilà, donc ça fait vraiment que une cascade qui s'accumule. Et donc c'est difficile d'entrevoir une lueur d'espoir dans ce film. Donc je pense que c'est tout à fait le but recherché par le film. Donc c'est très bien joué, mais il y a beaucoup de scènes dramatiques. Voilà, on voit des personnages en galère, vivre des trucs dramatiques, ils pleurent. Voilà, donc il faut être en état physique et émotionnel pour le voir. Et ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de dialogues, ça cause beaucoup. Ça, c'est classique de Roustaé. Hein. Voilà, Leila donc c'est et ses classique. frères, c'était extrêmement verbeux aussi. Tout à fait. Pour le meilleur et pour le pire, du coup. Exactement. Donc, il y a ce côté, ça bascule dans un cauchemar et elle est un peu seule contre tous. Donc, faut juste s'apprêter un peu à ça. Donc, en soi, je trouvais que c'était un bon film. Après, à part les côtés un peu, beaucoup de dialogue et le côté un petit peu déchirant. Et ce qui m'a aussi dérangé, mais c'est aussi forcément une volonté du réalisateur, c'est que c'est difficile de tenir le coup parce qu'effectivement, de nombreux personnages en fait sont pas gentils et sont malveillants envers l'héroïne. Donc voilà, donc c'était plutôt lourd à porter comme film. Donc voilà, je ressentais un peu plombé. Compétition officielle, est-ce qu'il peut prétendre à quelque chose? Est-ce qu'il y a des performances d'acteurs? Est-ce qu'il y a, je sais pas, de la photo? Est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, c'est vrai que j'ai pas pu le voir, le Woman and Child, mais je connais bien les deux autres films du réal. Qu'est-ce que tu penses? A priori, rien? Aucune palme? Non, je dirais pas qu'il repartirait avec rien, parce que en soi, les actrices, les trois actrices principales jouent très très bien. Et vu qu'il y a des scènes super intenses, elles ont l'occasion de montrer l'étendue de leur talent. Donc c'est pas dit que le film repartira avec rien, mais après je me suis dit tiens, voilà, j'ai assisté à un espèce de drame familial très long et très intense et très déchirant. Et donc parfois, moi personnellement, je trouve ça difficile de ressortir d'un film avec autant de noirceur. Alors il y a une petite touche d'espoir quand même un peu à la fin. Donc voilà, donc non, je sais pas avec quoi il pourrait repartir, mais je ne dis pas qu'il repartira avec rien. Vai passar de 100, hein? Pode apostar. 100 mortos? Oxi. Tá policial? Eu não, sou policial. Ó, pinta de policial, cara. Não, não sou policial. Euclides Oliveira Cavalcante. Suas ordens. Marcelo. Marcelo de quê? Alves. Marcelo Alves. Nome de policial. Eu sou policial. Alors, quant à moi, j'ai vu Un agent secret, film brésilien qui est aussi en compétition officielle, donc l'un des 22 films qui va devoir se départager la fameuse Palme d'Or. Donc, le contexte, je vous le donne tout de suite. On est au Brésil en 1977. Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années, fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife, où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. Mais c'était sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et qui planent au-dessus de sa tête. Donc c'est un film de Kebler Mendoza Filho, voilà, j'espère que je le prononce bien, avec l'excellent acteur Wagner Moura, avec Gabriel Leone et Maria Fernanda Candido. En brésilien, le titre c'est O Agente Secreto, comme je l'ai dit. Wagner Moura, si vous le remettez pas tout de suite, moi, personnellement, je l'avais découvert dans Narcos. C'était vraiment le moment où il a vraiment explosé. Mais récemment, il a joué dans Civil War, notamment un film A24 dont on avait parlé dans le podcast. Et c'est quelqu'un qui commence vraiment à être connu à l'international. Et honnêtement, c'est probablement sa meilleure performance que j'ai jamais vue. Vraiment, c'est très très bien. Moi, ça dure 2h40, donc c'est l'un des plus longs que j'ai vu du festival. Et c'est mon coup de cœur. C'est un de mes grands coups de cœur du festival. Le film met un petit peu de temps à démarrer, c'est-à-dire que c'est vrai que les premières 45 minutes posent un décor. Posent vraiment le Brésil à cette époque des années 70. Une époque où vraiment, effectivement, vous disparaissiez pour un oui, pour un non. Il y a, les flingues circulent, tout le monde règle ses comptes avec des tueurs à gages. La police est un état complètement en faillite, si vous voulez. Vraiment, en fait, la police c'est juste une autre menace pour les gens. La pauvreté est quand même bien présente, même si le pays se développe. Enfin voilà, vous êtes dans un monde un petit peu en transition et vous suivez du coup ce personnage. C'est vrai que c'est un petit peu lent au début, mais très vite. Après, on va dire 45 minutes, 1 heure de film où le décor est planté, tout d'un coup, le réal se dit,
seul moment d'expliquer à mes spectateurs qu'il y a un scénario et qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ce scénario est extrêmement captivant, en fait. Et on est tout de suite pris dedans. Et notamment quand les deux tueurs à gages vont être assez trousses, ça devient vachement haletant. La tension arrive à être bien construite. Et puis, pour aussi vous poser le contexte de ce film et pourquoi, en fait, c'est assez émouvant. Et d'ailleurs, c'est un film qui m'a touché, hein, qui m'a même fait verser des larmes à la fin, parce qu'en fait, c'est les archives du Brésil. C'est un film basé sur des réalités. Ces personnages ont vraiment existé, ils ont tous existé. Et en fait, à un moment donné dans le film, sans vous expliquer pourquoi, on se retrouve avec un iPhone et un ordinateur. On se dit, mais attends, on n'était pas en 77. Et là, on comprend qu'on a deux petites stagiaires qui travaillent à l'UNIF des arts, enfin, stagiaires ou étudiantes en master dans une UNIF privée et qui sont en train, en fait, d'écouter les heures et les heures de cassettes, d'écoute, d'archives de tous ces personnages-là. Et on comprend que du coup, on est sur vraiment la réouverture d'une manne qui avait été vraiment scellée et que beaucoup de gens espéraient rester scellés pendant très longtemps sur le passé très douloureux de ce Brésil des années 70. Et donc c'est vraiment très très bien, et c'est extrêmement bien joué. Comme je l'ai dit, tous les acteurs sont excellents, et tous les seconds rôles sont très très bons dans ce qu'ils font. Il y a notamment quand vous avez vu le film, la grand-mère est juste, on a envie que ce soit notre grand-mère, elle est incroyable. Et Wagner Moura, objectivement, pour moi, il a une sérieuse option pour la palme du meilleur acteur. Je serais pas du tout étonné qu'il l'emporte. Même si à ce stade, on a vu donc 14 films sur les 22, il nous en reste encore quelques-uns, mais Wagner Moura, à mon avis, peut l'avoir. Et enfin, dernier film de la sélection, un film japonais cette fois-ci que Jess a pu aller voir. Alors ce film-là, il est présenté en séance de minuit. C'est une séance spéciale et je crois qu'il y a que 4 ou 5 films qui sont vraiment dans cette catégorie film de séance de minuit. Exit 8. Alors Exit 8, pour le petit pitch, un homme piégé dans un couloir de métro cherche la sortie numéro 8. Mais pour la trouver, il doit traquer les anomalies. S'il en voit une, il fait demi-tour. S'il n'en voit aucune, il continue. Mais s'il se trompe, il est renvoyé à son point de départ. Parviendra-t-il à sortir de ce couloir sans fin? C'est Exit 8, donc film de Genki Kawamura avec Kazunari Nino Miya, avec Ayamoto Kochi et Naru Asanuma. Film donc qui est tiré d'un jeu vidéo. Ça, je l'avais entendu, je l'avais lu quelque part. J'avais très envie d'aller le voir à nouveau. C'est, comme on l'a expliqué, il y a des conflits dans ce festival. On n'a pas toujours l'occasion de voir les films qu'on veut puisque il y a toujours énormément de films en parallèle. Donc, choisir, c'est renoncer. Mais du coup, Jess était là pour vous, au taquet, pour voir ce Exit 8. Qu'est-ce que t'as pensé de ce petit Exit 8 dont tu m'as dit il était quand même un peu plus léger que, voilà, les films iraniens et brésiliens, etc., qu'on a pu voir, qui sont tous en compète officielle. C'était un peu plus léger. Je sais pas si je dirais léger, mais parce que c'est quand même un film d'horreur, une sorte de thriller, donc comme tu l'as dit, adapté d'un jeu vidéo qui s'appelle The Exit 8. J'avais quasiment rien lu sur le film avant d'y aller, et c'était pas plus mal, je suis vraiment allée vierge. Et ça m'a fait du bien, en fait, ce petit changement de registre, effectivement, d'être plus sur un film d'horreur / thriller, parce que j'aime bien déjà ce genre-là. Et il y a un petit côté fun, effectivement, au film. Et ce qui est chouette, c'est que quand le film démarre, on est d'abord en vision subjective. Donc on est le personnage. Donc on ne voit pas le personnage, mais on est ses yeux. Et ça commence par un long plan séquence où il rentre dans le métro, il est en train d'aller au travail, j'imagine. C'est un long plan séquence, et là il reçoit un coup de fil dans lequel il apprend que sa petite amie est enceinte. Et après, ce qui s'ensuit, c'est ce que tu as expliqué. Il se retrouve en fait bloqué dans ce métro, dans un long couloir. Et il va devoir effectivement jouer une sorte de jeu pour faire demi-tour ou pas, enfin voilà, pour essayer de sortir. Donc c'est assez fun comme film à regarder, parce que vraiment le concept est poussé jusqu'au bout. Mais donc du coup, avec ce petit pitch de départ, je me suis dit, ok, c'est marrant, en fait, clairement, ce film, c'est une métaphore de la peur de la paternité. Parce que tout démarre comme ça, en fait. Il reçoit ce coup de fil de sa petite copine qui lui dit, voilà, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Puis on est hyper la connexion. Et puis on démarre, on se retrouve dans ce cauchemar où, en un coup, il retrouve plus jamais la sortie. Donc je me dis, tiens, c'est marrant de se dire, clairement, le mec fait un film adapté d'un jeu vidéo. Je connais pas le jeu vidéo. Mais là, on est clairement sur une espèce de métaphore absurde et complètement barrée de la peur de la parentalité. Donc j'ai vraiment passé un bon moment parce que le film est efficace, sans prétention, mais très bien réalisé. En vrai, franchement, c'est assez crédible, c'est bien foutu. Il y a des petits moments qui font peur, mais ça reste vraiment léger. Donc en fait, c'est hyper accessible. C'est pas vraiment un film d'horreur trash.
Ça va jusqu'au bout du concept. On est happé jusqu'au bout, alors qu'avec cette histoire de je dois faire demi-tour parce qu'il est bloqué en fait dans une loupe spatio-temporelle, le personnage. Donc il faut se renouveler suffisamment pour pas ennuyer le spectateur. Donc en vrai, j'ai trouvé que c'était bien foutu. J'ai passé un bon moment, c'est fun. Il y a juste à la fin, là, on a l'impression que le réalisateur s'est dit bon, vu que c'est un film d'horreur, je vais un peu mettre tous les ingrédients des films d'horreur. Donc je sais pas. À la fin, ça part un peu en cacahuète. C'est un peu le bordel. Il y a des lumières qui clignotent, il y a des petits monstres, des bruits d'enfants, des bruits de monstres. Enfin, à la fin, il est un peu tout bazardé dans sa scène finale et on se demande pourquoi. C'était pas nécessaire selon moi. Mais malgré tout, je trouve que pour un petit film d'horreur efficace et fun, je vous le recommande. J'ai passé un bon moment. Trop bien. Nous, on arrive à la fin de notre journée 6 au Festival de Cannes. Il est plus de minuit, on va pas vous dire exactement l'heure, mais nous, on a très envie de pouvoir aller dormir après ce Alpha qui nous a vraiment retourné le cerveau. N'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram de Ce n'est que du cinéma, surtout parce que c'est quand même l'endroit pour pouvoir voir l'ensemble de ce qui se passe en arrière-plan. Et nos bêtes têtes aussi. Voilà, nos bêtes têtes qui ont de plus en plus de cernes avec les jours qui avancent, nos sorties, nos galères, nos moments de joie, parfois des selfies avec des stars, qui sait. Et donc, on espère qu'on vous retrouve très très bientôt. En tout cas, nous, on vous retrouve demain pour l'épisode 7. À ciao les copains. Salut.